Salesforce a été créé depuis 99, a tout misé sur le cloud, est devenu leader au fur et à mesure sur le CRM. Et à un moment, si tu veux grossir, il faut aussi élever les propositions que tu peux faire. Et donc le marketing digital en faisait partie. On voit qu'avec une multitude d'achats qui se sont faits au fur et à mesure, Salesforce a réussi à bâtir cet écosystème tentaculaire qui permet d'adresser cette promesse-là. Je pense que demain, sur la Martech, on sera plus sur de la stratégie parce que tout ce qui a été à faire opérationnellement, l'AI va nous aider à gagner un temps fou. Je vois un peu la vision là, de ce qui va être fait là, dans Marketing Cloud. Je parle souvent de concept de ROD, Return on Data, et je dis, vous pouvez avoir toute la donnée que vous voulez. Si votre Return on Data, c'est 0%, vous n'avez pas réussi. C'est bien d'amasser des données, de savoir plein de choses de son client, mais si on n'en fait rien, ça n'a pas d'utilité. Exactement. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Salesforce People. Je me présente, je m'appelle Abalash, expert Salesforce depuis une dizaine d'années maintenant. J'interviens chez des clients en tant que chef de projet, intégrateur et également en tant que formateur. Je suis aujourd'hui sur ce premier épisode pour parler de toute la Martech et tout ce qu'il y a autour de Marketing Cloud. Et pour ce premier épisode, j'ai un invité, un très bel invité. Bienvenue Akram. Merci, je suis flatté. Merci beaucoup Abalash, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de participer à cette initiative. J'espère que voilà, ça va prendre son envol et que ça va aussi enrichir toute la communauté comme ce que tu as fait pendant ces dernières années. Donc je suis ravi d'être là. Parfait. L'objectif de ce podcast, ça va être de parler, comme on disait tout à l'heure, donc de toute la Martech, de toute l'évolution qu'on va pouvoir avoir sur ce topic. On va également aussi revenir sur Marketing Cloud, parce qu'on est là pour ça. On a deux experts et je pense qu'on va pouvoir en parler pendant très, très, très longtemps. Et donc, l'objectif, c'est peut-être de parler un peu des origines, de comment ça a été fait. L'objectif ici, ça va être de vulgariser vraiment tout ce qui est le marketing digital et ce qu'a pu apporter Salesforce et surtout ce que va pouvoir apporter Salesforce. Bien sûr. Et je pense qu'on va être sur les prochaines années sur des choses hyper excitantes et je trouve ça sympa de partager ça avec toi. Complètement. Donc je vais d'abord commencer peut-être par me présenter rapidement parce que je pense que je ne suis pas aussi connu sur la communauté probablement, mais donc moi je m'appelle Akram El Fadil, donc j'ai un background pour commencer un peu l'histoire d'ingénieur qui a débouché par la suite, donc j'ai commencé toute ma carrière dans le CRM, client final, boîte de conseil, ainsi de suite, et ensuite j'ai été pris par l'envie d'entreprendre. Donc j'ai cofondé avec mon associé un cabinet de conseil qui s'appelle Retain, qui opère dans le CRM, dans le secteur du CRM. Et je suis aussi, donc c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs depuis les années maintenant. Depuis 2017, il me semble, 2016. Donc c'était vraiment au tout début de la communauté quand on a monté le user group Marketing Cloud. Avec Julien. Et je me rappelle très bien quand on avait une salle de 5 personnes. Exactement, je faisais partie de 5 personnes. Voilà. Et donc, depuis le temps, donc on a réussi à monter une belle communauté qui est super active sur le sujet. Donc, on accompagne sur les bonnes pratiques, sur ce qui se fait sur Salesforce et comment l'évolution aussi de l'écosystème. Donc, je lead aujourd'hui l'user group Marketing Cloud à Paris, qui est une communauté de 700 personnes dont tu es un membre super actif. Et donc aujourd'hui aussi, c'est pour cette communauté qu'on parle de cette évolution de cet écosystème. Excuse-moi, on peut dire aussi que tu es marketing champion ? Oui, c'est quand même un titre honorable, on va le souligner quand même. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, on leur fait le coucou depuis cette émission. Donc Marketing Champion, c'est un écosystème aussi qui permet de garder la communauté en émulsion et aussi de créer des ambassadeurs de cette plateforme. Tout à fait. Pour revenir à ta question donc de l'évolution de l'écosystème Martech, et on parle de l'écosystème Martech pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est toutes les technologies, mais aussi les organisations et toutes les compétences qu'on va mobiliser. Juste ce qui est important, on va revenir sur les termes parce que Martech, ça nous parle à nous. Oui. Mais on va comprendre que c'est la fusion de marketing et de la technologie. Donc voilà pour histoire de vulgariser. Exactement. Donc le Martech, c'est globalement l'écosystème marketing qui permet, d'un point de vue technologique, mais aussi organisationnel, de supporter la stratégie marketing d'une organisation. Donc quand on parle de Martech, pour vulgariser, quand vous utilisez une plateforme comme Salesforce Marketing Cloud, ça fait partie de l'écosystème Martech. Quand vous utilisez une plateforme qui va héberger vos données que vous utilisez pour le marketing, ça peut être considéré dans l'écosystème Martech. Et ainsi de suite. On parle aussi de AdTech. Donc c'est plutôt la stack de advertising. Donc la publicité. Exactement, de médias. Qui aujourd'hui aussi commence à s'imbriquer petit à petit avec la Martech en complémentaire. Donc ça, on pourra en revenir.
Ouais, on en parlera en fin de vidéo, justement, de faire un focus sur le futur de tout ça, parce que avec tout ce qu'on a tout ce qui a été mis en place par Salesforce, je pense qu'il y a des belles choses qu'on va pouvoir faire. Exactement. Et pour revenir à la question que tu m'as posée au début, donc l'évolution de ce fameux écosystème, j'aimerais juste revenir en arrière un petit peu et prendre un peu de recul sur quelques points. Donc le premier, c'est la promesse de Salesforce. Et donc la promesse de Salesforce initialement, c'est, alors on dit la fameuse phrase que beaucoup de personnes vont reconnaître, the right message on the right channel at the right moment. Donc to the right person, to the right profile. Donc c'est la promesse de Salesforce initiale. Et je pense que cette promesse-là, moi, j'ai envie de rajouter un petit peu ma patte dessus. C'est vraiment l'humanisation des interactions clients. C'est ça la promesse vraiment de Salesforce au final. C'est ce qui a été tout le temps dans l'ADN de tout ce qu'ils font. Et donc finalement, humaniser les interactions clients, en l'occurrence les interactions CRM, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de faire au maximum que ces interactions automatisées à travers l'écosystème MarTech soient le plus proche de l'humain possible. Donc ça veut dire soit le plus personnalisé possible. Finalement, c'est ça le Graal de ce qu'on essaie de faire. Qu'un client ne va pas sentir qu'il y a de l'automation derrière, ne va pas sentir qu'il y a de l'algorithmique derrière, ne va pas sentir tout ça. Il va sentir qu'il y a qu'il y a une sorte de personnalisation unique pour lui, avec son contexte, avec ses interactions. Et donc, c'est ça la promesse au global. Maintenant, la question, c'est cette promesse-là, pourquoi on n'y arrive toujours pas aujourd'hui? Parce qu'il faut se le dire, il y a beaucoup d'entreprises, bien sûr, qui arrivent, mais la majorité reste encore, on va dire, loin de ce Graal. Il y a plusieurs freins qui se sont posés au travers de cette réalisation au cours des années, au cours des évolutions. Donc, parmi lesquels on peut trouver d'abord la multiplication des sources de données. Ça, c'est clairement un gros frein. Pas que des sources de données, des applications aussi. Donc, on a vu la prolifération de plusieurs touchpoints, une multiplication des sources de données. Et donc, en fait, ce que ça a créé une friction dans le parcours. C'est-à-dire, ça veut dire que maintenant, le marketeur, il a fallu qu'il construise des ponts au fil du temps entre chaque application. Et sachant qu'un pont peut vieillir, donc le maintenir aussi, le faire évoluer, et ainsi de suite. Il a fallu aussi que le marketeur puisse digérer l'ensemble de ces données-là, qui sont énormes, et puisse comprendre comment en tirer de la valeur. Donc, je parle souvent du concept de ROD, donc Return on Data. Et je dis, vous pouvez avoir toute la donnée que vous voulez. Si votre Return on Data c'est 0%, eh ben, vous n'avez pas réussi, même si vous avez toutes les données. Tu as raison, parce que c'est bien d'amasser des données, de savoir plein de choses de son client. Mais si on n'en fait rien, ça n'a pas d'utilité. Exactement. Juste, je reviens sur un terme que tu utilises beaucoup pour que ça soit clair pour tout le monde. Quand on parle d'interaction, marketing, c'est bien sûr des interactions telles que envoyer un email, une push notification, recevoir un email, un SMS ou bien un WhatsApp. C'est ça dont on parle d'interaction. Tout à fait. Et donc, je disais, donc, la fragmentation des sources de données, de ces applications, mais aussi le fait d'avoir des restrictions qui sont arrivées au fur et à mesure aussi par rapport à la privacy. Donc, le third-party cookie qui est en train de disparaître et ainsi de suite. Donc là, tu veux parler de toute la réglementation sur la RGPD. Je veux parler des freins, en fait, qui font que ce Graal-là n'est pas encore atteint. Ouais. Et donc, finalement, cette transformation de l'écosystème MarTech, elle est issue aussi de tous ces freins qui apparaissent au fur et à mesure et qu'on essaie de lever petit à petit. Donc, et en plus de ça, ce phénomène de transformation de la MarTech, il est exacerbé par des tendances qu'on a vues sur le marché apparaître ces derniers temps. Donc, des tendances qu'on connaît très bien, l'intelligence artificielle générative AI, la tendance de la productivité, qui est issue de la générative AI, mais qui est à part entière un phénomène et une révolution. L'unification des données, parce que maintenant, on s'est retrouvé avec des volumes hyper importants de données, donc il a fallu retravailler toute l'infrastructure qu'on considérait avant comme stable et fiable. Donc, l'unification des données, et aussi l'omnicanalité. C'était pas acquis jusqu'à récemment, donc il a fallu connecter tous les canaux et pouvoir donner du contexte entre les canaux. C'est-à-dire quand je vais te solliciter sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur ton WhatsApp d'entreprise, eh ben, tu es capable d'identifier que j'ai fait une interaction déjà, sur quel contexte, et de pouvoir me répondre quand je te sollicite, parce que j'ai pas la réponse que je veux, par email ou par téléphone. Et donc, en fait, créer cette omnicanalité, que ce soit en termes d'engagement inbound ou outbound, donc inbound, c'est-à-dire je rentre en interaction avec l'entreprise, ou outbound, l'entreprise rentre en interaction avec moi, tout ça, ça a exacerbé le phénomène de devoir transformer cet écosystème MarTech pour qu'il suive ces exigences. Et donc, on arrive
à cette transformation donc d'un écosystème entre guillemets qui commencé à vieillir. Donc si on reprend un peu l'histoire, donc pour revenir à ta question, on a d'un côté ExactTarget. Donc ExactTarget qui a été racheté par Salesforce en juin 2013. Juin Donc si 2013. on revient un peu dans le temps, effectivement, Voilà. là on est dans les années 2010, aux alentours de 2010. Tout à Et fait. finalement, très bon souvenir pour les anciens, mais il y a deux solutions en fait de marketing digital qui sont en avant et qui sont leaders sur ce qu'on a appelé avant des marketing campaign tools. C'était de l'envoi d'emails, c'était très très simple. Des canons email, oui. Voilà, des canons email, des patateurs de mails, on appelait ça comme ça à un moment donné. Et en fait, on avait l'outil qui était Neolan, Tout à fait. qui était chez beaucoup de clients, et ExactTarget, effectivement. Challenger. Voilà. Et les challengers. Et effectivement, durant ces années-là, et c'est là où j'ai trouvé vraiment, et c'est pour ça que je me suis vraiment rapproché de la solution de Salesforce, que j'ai trouvé ça très intelligent de se dire, on a une solution qui est leader sur un domaine, qui est le CRM. On va essayer de grappiller et de trouver des synergies sur des activités qui sont en connexe avec le CRM, dont le marketing digital. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu es une entreprise comme ça qui grossit, Salesforce a été créé depuis 99, a tout misé sur le cloud et est devenu leader au fur et à mesure sur le CRM. Et à un moment, si tu veux grossir, il faut aussi élever les propositions que tu peux faire. Et donc, le marketing digital en faisait partie. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a eu deux acteurs. C'est soit tu développes ta propre plateforme, soit tu rajoutes les existants et ceux qui sont déjà en place. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très smart de la part de Salesforce, même s'ils avaient déjà fait plein de rachats auparavant, de racheter ExactTarget. Adobe a racheté Neolan. Et là, c'est devenu la guerre que c'est aujourd'hui. Mais effectivement, voilà, ce début, donc juin 2013, rachat d'ExactTarget par Salesforce. Exactement. Et donc, en fait, Salesforce, à travers cette promesse d'humanisation des interactions clients, ils ont voulu construire ce fameux écosystème qui va lever ces freins-là. Mais par contre, avec une grosse difficulté, c'est-à-dire moi, j'ai une plateforme Sales Cloud ou Salesforce Core ou tous les termes qu'on appelle. J'ai un socle qui peut abriter des données CRM de mes clients. Mais par contre, j'ai besoin d'une brique d'interaction, donc email au départ, effectivement, mais aussi que je vais enrichir au fur et à mesure avec d'autres canaux. Donc, je vais racheter ExactTarget. Ensuite, j'ai besoin d'une brique de personnalisation à l'échelle, que ce soit sur les sites web ou sur les emails, etc. Donc, je vais racheter Evergage, ce qu'on appelle le Marketing Cloud Interaction Studio initialement, et ensuite qui s'est transformé en marketing personnalisation. J'ai besoin d'une brique, par exemple, Analytics. Je vais racheter Datorama. Je vais racheter Tableau également. Et donc, on voit qu'avec une multitude d'achats qui se sont faits au fur et à mesure, Salesforce a réussi à bâtir cet écosystème tentaculaire qui permet d'adresser cette promesse-là. Le seul problème, c'est que avec des rachats, on peut vendre le terme écosystème ou plateforme intégrée. Ça reste une plateforme qui reste hétérogène. Et donc, au travers des années, Salesforce a essayé de bâtir des ponts entre sa plateforme historique, donc Salesforce Core, et ses rachats. Donc, Marketing Cloud, d'ailleurs, on a parlé aussi on n'a pas parlé de Pardot. Pardot aussi, c'est une brique additionnelle pour toute la partie gestion B2B. Marketing Cloud, ExactTarget, c'était plutôt du B2C. Et donc, tous ces achats-là ont contribué à créer un écosystème qui, certes, apporte de la valeur, mais a quand même ses limitations. Et donc, à un moment, s'est posé la question de devoir rationaliser tout ça. Et c'est là où, maintenant, la transformation de l'écosystème Martech a commencé. Et elle a été entamée, comme je dis, exacerbée par les tendances que j'ai évoquées précédemment. Et donc, c'est là où je pense que c'était un coup de génie de Marc Benioff. Alors, je ne sais pas si c'est un coup de chance ou si c'est un coup de génie. Mais en tout cas, quand on voit par le passé sa vision de l'AI, donc au début, on parlait même pas d'AI générative. Il a déjà misé très fort sur l'intelligence artificielle prédictive. Et justement, ce que j'aimerais bien qu'on y revienne là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'AI comme si c'est une nouveauté, mais il ne faut pas oublier que Salesforce, finalement, a toujours fait de l'AI. Exactement. Prédictive, certes, soit, mais c'était de l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle Einstein, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, prédictive, et ça existe depuis des années. Et sur tous les clouds que propose Salesforce. Tout à fait. Et notamment par des rachats aussi. Il ne faut pas l'oublier. iGo Digital sur ExactTarget, d'autres rachats sur Salesforce Core. Ils ont racheté des boîtes spécialisées dans l'AI à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était
il faut le dire, avant-gardistes. Alors, en tout cas, de mon point de vue. Donc, ils ont misé énormément sur l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a eu le deuxième coup de chance ou coup de génie, c'est la data. Et donc là, en fait, je pense que le coup de chance, c'était la CDP, l'avènement de ce qu'on appelle la CDP, la Customer Data Platform, qui a fait qu'on a besoin de remettre en considération notre socle de gestion des données marketing, en tout cas. Et donc, on a besoin de chercher une solution. Donc, la solution, ça s'est présenté comme étant la CDP, qui a ensuite évolué en un vrai socle de données hyper structurant pour la plateforme Salesforce. Et c'est un socle de données qui est vraiment maintenant, qui devient la colonne vertébrale de Salesforce. Parce que quand il y a eu la révolution générative AI, qui est arrivée avec les Einstein, bien sûr, Einstein-Wine, donc ils ont présenté une plateforme Einstein-Wine, et ensuite il y a eu la partie Agentforce qui est arrivée par la suite, ils se sont dit, en fait, tout ça, on ne pourrait jamais le faire si on n'a pas une plateforme de données clairement, je te suis. Qui est scalable, qui est hyper robuste, mais surtout, je pense que là, c'était une révolution, si je dois mettre un mot sur une révolution chez Salesforce, c'était la révolution de la métadatafication de Salesforce. Donc là, aujourd'hui, si je veux mettre un terme sur la révolution MarTech qu'on est en train de vivre, en tout cas MarTech Salesforce, je vais dire que c'est la métadatafication, pardon. Elle n'est pas facile, ton mot. Elle est pas facile, mais elle a un sens. C'est-à-dire que maintenant, tout l'écosystème parle métadata. Ouais. Et le framework métadata de Salesforce, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui a fait sa force initialement. Et donc maintenant, toutes les applications parlent le même langage. Alors qu'avant, ExactTarget versus Datorama, versus Pardot, versus Salesforce Core, ils parlent des langages différents. Et donc, il faut créer des traducteurs. C'est comme si je te disais, il faut créer des traducteurs à chaque fois que tu veux parler à quelqu'un. Et donc là, maintenant, on parle le même langage. On parle la métadata. Donc, ça veut dire que c'est une plateforme unique avec un socle commun. Ça veut dire ça transcende les frontières entre les différentes applications, que ce soit marketing, service ou autre. En plus de ça, tu mets un data cloud qui va mettre de la donnée dans tout ça, et de la donnée qui est pertinente, parce que c'est de la donnée client. Ça te permet d'avoir une plateforme qui est vraiment qui a un avantage compétitif qui est considérable. Ouais, tout à Donc fait. un avantage compétitif en termes de la donnée, un avantage compétitif en termes de personnalisation, mais aussi un avantage compétitif quand il s'agit de productivité et d'intelligence artificielle. Tout à fait. Je vais revenir un peu sur... Il faudra qu'on donne une définition de ce qu'est Data Cloud, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Data Cloud, c'est la solution de Salesforce qui va permettre de collecter des informations sur différents touchpoints, la connecter avec énormément de data, de pouvoir la transformer pour qu'on puisse l'utiliser comme on le souhaite, et dessus appliquer les règles d'activation. On va pouvoir envoyer des emails, des SMS en temps réel. Et voilà, la vraie révolution, en fait, effectivement, de cette solution, c'est de pouvoir drainer énormément de data, chose qu'on n'a pas pu faire auparavant, de pouvoir jouer avec, c'est-à-dire de les mapper, de les transformer comme bon me semble, sans que j'ai pas besoin de retransformer ces données-là sur les systèmes sources. Donc ma donnée Data Cloud, elle va être dans mon application et je vais pouvoir l'utiliser pour activer des choses dessus. Tout à fait. Alors la Data Cloud, là où c'est une plateforme assez unique, c'est que on s'est dit, il y a d'un côté l'écosystème IT qui veut stocker sa donnée, qui veut une plateforme robuste qui puisse abriter de la donnée non structurée, qui soit scalable, qui soit, comme j'ai dit, robuste. Et il y a d'un côté les marketeurs, donc ou d'autres utilisateurs aussi, qui veulent avoir une donnée accessible, modélisée, qui soit facilement actionnable, et qui soit utilisable d'un point de vue opérationnel. D'accord ? Tout à fait. Donc ça, pour créer vraiment... des segments, pour créer... etc. Et donc Data Cloud, on pourrait le voir comme une sorte de tentacule, de plusieurs tentacules qui, d'un côté, vont drainer de la donnée, donc vont se plugger aux sources, et d'un autre côté, vont pouvoir activer sur plein de destinations différentes, que ce soit, attention, destinations de marketing direct, mais aussi des destinations médias. Et c'est là où je dis que le AdTech va se brancher à la MarTech. Dans tout ça, il y a un cerveau au milieu, qui est finalement le cerveau qui permet la coexistence à la fois de la brique IT, avec des données non structurées, et des données structurées avec un modèle de données. Juste pour aussi... expliquer ce que c'est que les données structurées et non structurées. Tout à fait. Donc, les données structurées, c'est des saisies qui ont été faites par les utilisateurs. Les données structurées, c'est des tables où il y a un modèle relationnel, et c'est des tables qui sont plutôt, on va dire, limitées en termes
de scalabilité, mais par contre qui sont facilement actionnables et utilisables par les marketeurs. Les données instructurées, c'est comme si c'est vraiment de la donnée brute pour le coup. Tu te bloques à des sources et tu stockes. Et en fait, l'enjeu dans les volumes, les données non structurées, c'est un enjeu de volume et de processing de volume plutôt qu'un enjeu d'actionnabilité finalement, comme ce que ferait un marketeur. Voilà, donc du coup, le fait qu'on ait cette brique-là qui est vraiment au centre de l'écosystème Salesforce, ça va complètement transformer l'écosystème MarTech chez Salesforce, parce que maintenant, ça devient la colonne vertébrale de toutes les solutions. Et maintenant, on se retrouve avec un écosystème vraiment intégré. On se retrouve avec une vraie plateforme intégrée. Et donc, c'est maintenant où on commence, donc c'est là où on va arriver à la transformation, on va commencer à remplacer brique par brique toutes les pièces, entre guillemets, rapportées, qui vont maintenant rentrer dans les rangs d'un écosystème metadata Salesforce avec une vraie donnée, et donc pouvoir débloquer ou pouvoir réaliser le full potentiel de cette plateforme-là avec de l'AI, avec de la donnée, avec de l'omnicanalité et avec tout ce qu'on s'est dit. Donc, comme tu peux le voir, on est en train de lever tous les freins que j'ai évoqués initialement. Donc déjà, par rapport à ce que tu disais là sur Data Cloud Marketing, on a fait une petite série de webinars fin septembre. Je vous mettrai en description le lien pour y accéder, sur lequel on parle en détail de toutes les fonctionnalités de Data Cloud. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil pour voir un peu plus dans le détail qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil. Donc, super intéressant, effectivement. Donc là, on passe à un nouvel ère, en fait. Effectivement, je partage complètement avec toi. Ce qui se passe, c'est que du rachat, en fait, d'ExactTarget par Salesforce, là, en juin 2013 à maintenant, l'outil a totalement évolué et on a ramené de plus en plus de briques. J'appelle ça souvent, en fait, quand je donne des cours de formation sur Marketing Cloud, j'appelle ça un millefeuille. Parce que c'est vraiment ça, en fait, finalement. Marketing Cloud, c'est des couches qu'on a rajoutées au fur et à mesure. Exactement. Aujourd'hui, ça se voit un petit peu moins, mais il y a un moment, c'était tellement flagrant, en fait. Quand tu passes d'un menu à un autre, où tu vois même la charte graphique est totalement différente, c'était complètement dingue. Et effectivement, juste pour revenir un peu sur l'évolution, parce que je trouve que c'est important de parler de l'évolution de l'outil et de où on va. Donc, tu as bien parlé de où on va et conceptuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais effectivement, à la base, quand même, c'était, comme on l'a dit, un canon à mail, simple, mono-source, enfin, mono-4 channel. Et uniquement, on a rajouté ensuite du SMS, on a rajouté des push notifications, on a rajouté un outil qui est magnifique pour moi, qui est Journey Builder. Ça, c'était le game changer de ça, pour moi, en fait, je me rappellerai toute ma vie. Donc, je suis à Dreamforce en 2015 et je vois une démo de Journey Builder avec Mattel. Tu sais, les jouets, là, les petites voitures. Et je vois le truc dessiné et je trouve ça incroyable. Parce que, en fait, auparavant, en fait, j'avais vu des démos sur Neolab. Et je trouvais ça trop tech, en fait. Moi, je suis pas du tout développeur. J'ai pas du tout ce background-là. Et quand j'ai vu Journey Builder, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et quand j'ai eu l'occasion de monter sur un projet dessus, et j'ai creusé ce truc-là, c'était magnifique. Et donc, je te rejoins par rapport à où on en est maintenant. Donc, l'évolution de l'outil, c'est fait. Il y a eu beaucoup de features. On a essuyé les plâtres au début. Je sais pas si tu as vécu ça, mais tu sais, avec le connecteur, avec le corps, on s'est un peu cassé les dents. Parce que pour revenir un peu sur le sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que Salesforce rachète ExactTarget, mais c'est une solution qui est en standalone. Donc, pour le connecter avec le corps, ils ont mis en place un connecteur. Et au début, le connecteur, c'était un peu compliqué. J'ai vécu des trucs très, très sympas. On n'est plus du tout dans ça actuellement. Donc, il y a un vrai passage des données entre les deux systèmes. Et effectivement, pour moi, de ce que je vois de l'avenir, c'est la venue de Data Cloud, ça change tout. Complètement. Ça change en fait tout le paradigme d'intégration qu'on avait par le passé. Si on doit dresser les capacités de l'écosystème MarTech, donc on doit avoir bien sûr notre outil qui va centraliser toutes les données clients avec toutes les données essentielles de référence dont on a besoin dans le cadre du CRM. On a besoin d'un outil socle de données qui est robuste pour avoir toute la granularité essentielle de données, et notamment par rapport à des données d'interaction. Donc des données de comportementales sur le site web, des données comportementales sur l'application, des données de transactions, des données donc plein de différentes typologies de données qui peuvent servir dans les plans d'engagement. Donc on a besoin de cet outil robuste qui permet à la fois de les récolter, mais aussi d'en tirer une valeur, d'en tirer une histoire et de finalement pouvoir les activer sur quelque chose de concret.
Comme je le dis, on peut avoir de la donnée, mais derrière, si on ne tire pas une histoire de cette donnée-là, et si on n'a pas en face une stratégie de contenu qui va suivre, ça ne sert absolument à rien. Et donc, cet outil-là de segmentation, c'est essentiel. On a besoin d'un outil qui nous permet de l'engagement et de l'omnicanalité. Donc, je parle de Marketing Cloud, Journey Builder, donc avec tout le panel de canaux qu'il peut nous offrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on couvre vraiment absolument tous les canaux, que ce soit du WhatsApp, du Line, du SMS, du MMS, du email, etc., du wallet même. Donc, il y a tout un panel qui nous permet de faire de l'engagement de clients en direct, mais aussi toutes les connexions à tech, donc avec les fameuses DSP, donc les plateformes de médias, donc que ce soit en termes de retargeting sur les réseaux sociaux ou en termes de retargeting sur du Google Ads ou autre. Donc ça rejoint en fait ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Donc ces données-là, on va les utiliser pour des interactions, des emails, du push notification, du WhatsApp, etc. Mais également, ils vont être utilisés pour des ads, donc des publicités sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et en fait, cet écosystème va nous permettre d'assurer cette fameuse omnicanalité, mais contextualisée, parce que derrière, elle est backée par de la donnée, et de la donnée pertinente, parce qu'on arrive maintenant à réconcilier toutes les sources de données. Mais aussi, il y a tout le panel dans les capacités, il y a toute la partie analytics. Donc, ça veut dire que comment j'analyse mes données, j'en tire des patterns, donc une histoire. Mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à l'histoire, c'est de rendre une histoire actionnable. Et donc, finalement, de transformer ce pattern-là avec un plan actionnable d'engagement. Donc, il y a, comme j'ai dit, cette brique analytics qui est importante. Hier, c'était complètement siloté. On demandait à une équipe qui était complètement à côté, peut-être même pas dans les mêmes bureaux, de faire des analyses. Et ces analyses, au final, ils vont rester sur un bout de papier. Aujourd'hui, c'est complètement en train de changer avec justement Data Cloud et tout l'écosystème connecté. Et donc, quand on met en perspective cette capability map, on pourrait très bien commencer à imaginer le futur de la MarTech. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a Data Cloud qui est le centre de réacteur de la donnée. D'un autre côté, on a Marketing Cloud qui est le centre de réacteur de l'engagement, d'orchestration et de l'omnicanalité, qui peut être aussi substitué, attention, si on pousse plus loin, il y a Marketing Cloud sur Core qui va arriver. Donc Justement, j'aimerais qu'on en parle. Marketing Cloud Advanced et Marketing Cloud Growth Edition. Exactement. Donc cela, c'est le futur de la MarTech, comme je dis, dans le cadre de la transformation metadata. Il y a d'un côté, on l'a vu, Tableau CRM, qui est complètement plugué à Data Cloud maintenant et qui se sert de ce socle de données pour créer de l'analytics, mais actionnable, parce que c'est sur le même socle de données qui est connecté aussi au socle de Marketing Cloud ou autre. Et on a aussi le service, bien sûr, le sales, dans la plateforme Core historique, qui reste accessible pour garantir une vision 360, dans le sens où on tient en considération toutes les interactions clients, et notamment du service client, par exemple. Et donc, avec tout ça, tu rajoutes à ça un levier intelligence artificielle, parce qu'il va être catalysé par la donnée qu'on a sur Data Cloud. Tu as le combo magique, donc, finalement, comment on arrive à humaniser les interactions avec les clients. Donc avec tous ces leviers-là. Maintenant, la question qui se pose, et le challenge qui va se poser, probablement, c'est la donnée et la qualité de la donnée. Je parle maintenant, on a beau avoir un outil robuste pour gérer la donnée, la qualité de la donnée reste le maître mot dans cette transformation. Et tu vois, c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'entendre ce sujet depuis 20 ans, en fait. De la qualité de données, d'avoir une vue 360 du client, mais finalement, comme les données elles viennent de plein de systèmes, eh ben, elles n'ont pas le même référentiel et c'est un peu compliqué. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec Data Cloud, on va réussir à pallier à ce truc-là. Parce qu'on va avoir la main plus sur la donnée que ce qu'on avait auparavant. Auparavant, en fait, on était des stockeurs de données, tu vois. Mais vraiment, ça veut dire que j'ai plein de systèmes, je les stocke et déjà, je suis content de la stocker, ok ? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on se tirait les cheveux pour essayer de créer quelque chose d'uniforme et de 360. Avec ce que j'ai vu de Data Cloud et le peu de choses que j'ai vu sur des projets, c'est que ça va vraiment régler la promesse d'avoir une vue 360 de la donnée parce que je vais pouvoir la modéliser. Même si mon référentiel dans le système source n'est pas
comme ce que je voudrais avoir sur ma fiche client, et je vais pouvoir le modéliser avec Data Cloud. Donc là, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'on voulait faire il y a quelques années maintenant. Effectivement, on se rapproche probablement, mais on se rapproche aussi pour plusieurs raisons. C'est que, par définition, plus tu vas répliquer la donnée dans plusieurs systèmes fragmentés, plus tu vas avoir du mal à avoir la bonne info dans le bon système et d'avoir une cohérence entre tes expériences. Parce que les systèmes vont parler une langue différente à chaque fois, et donc on a du mal à créer une expérience cohérente. Donc là, l'unification de l'écosystème permettra de travailler sur un socle commun. Et donc le socle commun permet aussi d'avoir une cohérence, même si on a de la donnée qui potentiellement peut être pas à 100% nette, on a quand même une amélioration de la qualité de la donnée qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un. Le deuxième point, c'est il faut aussi prendre en considération le facteur de décision des entreprises à switcher sur cet écosystème connecté. Parce que dans ce cadre-là, il y a deux écoles. Il y a une école qui te dit je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et il y a une école qui te dit moi, je privilégie l'écosystème et je suis prêt à mettre full sur Salesforce et derrière de profiter de, comme j'ai dit, la metadata, de la connexion, de tout ce que ça peut apporter. Donc finalement, de ce socle commun qui va permettre d'avoir plus de maîtrise de la donnée et plus d'utilisation de cette donnée-là. Donc c'est ce switch-là qu'il faut convaincre pour l'avoir. Donc ce que je dis, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est un, pour moi, le secteur qui va le plus avoir de jobs probablement dans le futur proche, c'est pas peut-être l'AI, ça va être la donnée. D'accord ? Parce que je pense que c'est vraiment le prérequis. Et l'AI, on a déjà les modèles qui marchent bien, on a des experts qui sont ultra pointus sur le sujet. Et je pense profondément, je pense pas qu'on a besoin d'experts AI. On a besoin de vulgarisation de l'AI, comme la vulgarisation sur la donnée qu'on a eue pendant des années maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, même quand tu regardes un peu sur les jobs là sur les job boards de la data, de l'AI, la plupart du temps, ce que tu vois, c'est finalement, on a besoin d'experts sur la data. Parce qu'effectivement, avec l'AI, on peut tout faire. Mais tu lui donnes à manger n'importe quoi, il va te sortir n'importe quoi. Donc, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'AI, mais déjà, ça a toujours existé. Même si le génératif, effectivement, avec OpenAI, ça a été un game changer de folie. Et le génératif, on est en plein dedans. Mais on a toujours parlé d'AI. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Mais je suis d'accord avec toi que le sujet principal, c'est la data et sa qualité. Et donc, si on parle de transformation de l'écosystème MarTech, je suis obligé de parler aussi de transformation de l'écosystème des jobs MarTech. Donc, on a parlé de la migration. Pour moi, il va y avoir une migration des jobs. Initialement, on avait besoin de beaucoup d'intégrateurs. On avait besoin de soi-disant, les créateurs de ponts entre les systèmes. À maintenant, on est en train de changer de paradigme. On est en train d'adopter des plateformes unifiées. On est en train d'adopter des paradigmes comme le zéro copy data. On est en train d'adopter des solutions comme, par exemple, MuleSoft, qui a déjà des connecteurs préconstruits. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, les ponts auparavant qui étaient hyper compliqués à créer, des appels API. Donc, les appels API, en fait, c'est les connexions entre un système à un autre. On avait besoin d'équipes de développeurs à maintenir, à développer. C'était laborieux. Effectivement, quand tu vois un outil comme, je parlerai plutôt de Data Cloud, tu as un connecteur suivant, c'est réglé, c'est connecté. C'est ça. Donc, ça, c'est complètement dingue. Donc, en fait, ça va changer complètement l'écosystème des jobs qui sont proposés aujourd'hui. Donc, non, on va, je pense, probablement vivre une migration des compétences d'intégrateurs à des compétences de data gouv, peut-être même data scientist et data engineering, enfin je ne suis pas non plus un expert data, mais en tout cas tous les jobs de données pour garantir la bonne qualité des données et ainsi de suite. Et bien sûr, il va y avoir une démocratisation de les connaissances AI, bien sûr pour tout le monde, ça va devenir un must en termes de compétences. Et donc c'est ça aussi l'impact qu'il faut prévoir sur nos jobs futurs. Donc plus de AI, plus de data. Et ça, je pense que je prêche un convaincu et c'est évident. Mais moins d'intégrateurs, probablement. Tout à fait d'accord. Et aussi, il va y avoir une mise en évidence plus des jobs de créateurs d'idées. Donc de concepts, de stratèges. Parce qu'aujourd'hui, si on remarque comment jusqu'à maintenant le marketeur était, un marketeur, c'était principalement beaucoup de travail sur l'opérationnel,
sur les créations justement de ces ponts, sur les tâches au quotidien pour faire ce qu'il doit faire, donc des tâches qui peuvent être répétitives, qui peuvent être techniques, etc. Et finalement, beaucoup moins de travail sur la stratégie. Je suis d'accord. Je pense qu'avec cet écosystème connecté, ce qu'il va y avoir, c'est que effectivement, peut-être ça peut paraître un investissement additionnel pour les CIO et pour les sociétés en général. Mais moi, mon pari sur l'avenir par rapport à ça, c'est que cet écosystème unifié va permettre de passer les investissements de créateurs de ponts à des investissements de stratégie. Et ces investissements de stratégie, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont augmenter la valeur, donc la bottom line qui est finalement le chiffre d'affaires, qui va augmenter finalement les retours sur investissement, qui va augmenter finalement les investissements Martech, et on va rentrer dans un cercle vertueux. Alors qu'avant, ce qui se passait, c'est que tu créais des ponts, tu passais toute ta vie à créer des ponts entre les systèmes, à, comme tu dis, stocker de la donnée, à essayer d'en tirer quelque chose, et c'était laborieux, pour au final faire un use case qui va pas aboutir et qui va tout tuer, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les investissements initiales en disant ça valait pas le coup, c'était pas à propos, etc. Et donc, ces investissements-là qu'on faisait avant, qui étaient focalisés plus sur le comment on va faire, maintenant ils vont être focalisés plutôt sur le qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, je partage avec toi sur les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Effectivement, la mise en place d'un use case, il peut prendre parfois un temps très 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 long. Jusqu'au moment où tu l'as testé, finalement, le temps que tu as mis et le test, finalement, c'est pas très concluant. Donc, tu reviens en arrière, tu essaies de proposer d'autres choses. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que demain, sur la Martech, on sera plus sur de la stratégie parce que tout ce qui a été à faire opérationnellement, l'AI va nous aider à gagner un temps fou. Je vois un peu, un peu la vision là, de ce qui va être fait là, dans Marketing Cloud. Donc, on va en parler parce que, effectivement, moi, de ce que je vois, en fait, c'est vraiment une évolution de cet outil-là. C'est qu'aujourd'hui, en fait, c'était en standalone. Donc, c'était Exact Target. Je vois qu'il y a un rapatriement quand même des fonctionnalités avec Marketing Cloud Advanced dans le corps. Et je constate aussi, c'est la même chose côté e-commerce. Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais tu auras la possibilité de créer un e-commerce aussi dans le corps. Donc, et quand tu réfléchis bien, ça make sense, clairement. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on a créé notre puits de données, même plus un puits, là, c'est un fossé, c'est énorme, c'est le Grand Canyon de toutes les données que tu vas mettre dedans, d'accord ? Ces données-là, on va pouvoir les activer avec de l'AI. L'AI est très, 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 très gourmand en données de qualité, d'accord ? Et finalement, dans ma plateforme, je vais avoir mon CRM, mon analytics, mon marketing, mon e-commerce. Donc finalement, demain, personnalisation. Ta personnalisation, ça va être énorme. Donc le Salesforce qu'on a connu, nous, quand on a débuté, et celui-là qui va arriver demain, il va être totalement différent. Et pour revenir à ce que tu disais, de ce que je vois dans la promesse future, c'est qu'effectivement, la création de contenu, donc les emails, ça va se faire sur un prompt. Tes idées de parcours client, tu vas pouvoir le partager avec l'AI comme tu le partagerais avec un consultant qui te met en place Marketing Cloud. Donc, j'ai vu un peu les idées. Alors, c'est des concepts, hein, d'accord ? Mais les idées qui vont être mises en place, c'est je souhaite fidéliser mes clients et leur offrir quelque chose pour leur anniversaire. Ils te proposent des parcours clients avec du contenu associé sur du multi-channel. Donc, effectivement, le temps qu'on va passer demain, ce sera plus basé sur la stratégie et sur les options que te proposera l'AI, que tu vas optimiser au fur et à mesure. Donc, je pense qu'un des métiers aussi qui va être important, c'est être un master en prompt. Parce qu'il faut savoir lui parler. Il y a une manière de lui parler, de structurer en fait ton prompt. Et je pense que demain, l'un des gros métiers, je parle pour les fonctionnels surtout, parce que la technique, comme tu as dit, finalement, au fur et à mesure, on aura moins besoin de grands techniciens sur ces sujets-là, mais par contre de rédiger un prompt, d'avoir des idées créatives, là on aura de plus en plus besoin de personnes comme ça. Tout à fait, je suis complètement aligné avec toi et on voit que effectivement ce paradigme est facilité par le fait qu'on ait maintenant une donnée unifiée, qu'on ait une metadata, donc une même langue qui est parlée à travers toutes les applications, et donc l'AI va faire finalement ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire comprendre et agir d'une manière sans frontières, d'accord, entre les différents systèmes. Et quand on dit sans frontières, c'est-à-dire aussi en termes d'innovation, ça va accélérer les innovations
que ce soit côté Salesforce, mais aussi côté client, parce que comme on parle la même langue, donc tout ce qu'on sort va pouvoir bénéficier à tout l'écosystème. Et donc, en fait, c'est ce fameux cercle vertueux dont je parlais, c'est-à-dire qu'il y aura une augmentation de la valeur qui va driver finalement les investissements Martech suite à cela, et qui va être finalement la réticence qu'on voit par rapport à avoir une plateforme unifiée ou par rapport à investir beaucoup plus dans l'AI, etc., vont peut-être être adressées à travers cet angle-là. Pour revenir à la transformation de la Martech dont tu parlais, on voit beaucoup de substitutions qui vont arriver. C'est-à-dire, on a Marketing Cloud, effectivement, là pour l'instant, une survie dans son coin, mais on voit Marketing Advanced Edition et Growth qui sont bâtis sur Core, qui ont le paradigme de Core et donc la metadata, qui sont pluggés, branchés à Data Cloud, comme toutes les nouvelles applications. On voit d'un autre côté Sales Cloud et Service Cloud qui sont toujours là. On a Commerce Cloud qui va être rapatrié aussi. Exact. On a Personnalisation, Interaction Studio, qui va être décommissionné maintenant. Et donc, il va être remplacé par une brique dans Data Cloud qui s'appelle Einstein Personnalisation. On a CRM Tableau, donc qui est déjà intégré et en plus on a rajouté de l'AI avec Tableau Pulse. Et donc en fait tout l'écosystème qu'on voyait avant fragmenté mais connecté, qui était éclaté un peu en étoile. Exactement. Et tout est recentré. Il est en train d'être recentré. Et donc, ça va être ça, je pense, le futur de ces Ouais, clairement. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce qu'on a connu auparavant, ça va être plus du tout la même chose. On avait des rachats. Et moi, je trouve ça quand même stratégiquement très intéressant, le move qu'a fait Salesforce, de combler en fait des lacunes qu'ils avaient sur des topics, le marketing, le commerce, le reporting, et au fur et à mesure d'apprendre en fait avec ces outils-là et de les reconstruire dans le corps. Je trouve ça hyper smart. Donc effectivement, je pense que ces outils-là qui sont en nébuleuse connectés au corps, peut-être qu'ils auront plus de pertinence plus tard. À voir. Ça, c'est à voir. Mais effectivement, ça aurait du sens de tout intégrer. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, quand tu parles avec des clients, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler, mais quand on était au début, quand tu disais oui, mais c'est intéressant, on a tout sur la même plateforme. C'est pas sur la même plateforme. Non. Il y a le corps, c'est connecté au corps, mais c'est pas la même plateforme. Donc là, la promesse de j'ai une plateforme multi-topic, je pense que c'est la vision des fondateurs de Salesforce depuis le début, d'avoir une plateforme qui permet de faire tout. Là, on y arrive enfin. Exactement. Et là, je trouve que dans le futur, ça va vraiment être des choses intéressantes. Exactement. Et ça va ouvrir, comme j'ai dit, des opportunités. Donc maintenant, les opportunités que ça va ouvrir, c'est probablement que je passe moins de temps à faire des actions opérationnelles ou des actions du projet pour connecter. Ça va ouvrir aussi des opportunités, je pense. On parlait de comment l'AI va servir dans le futur. Moi, honnêtement, je ne crois pas à un AI qui va servir, en tout cas dans le moyen et court terme, qui va servir à créer des campagnes de zéro et à les publier. Moi, je pense que ça va être un assistant, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Et un assistant sur... je crois plus à certains domaines plus que d'autres. Donc, les domaines sont, par exemple, un assistant qui va pouvoir identifier les opportunités, les pépites dans le cadre dans ta donnée et qui va te pointer les opportunités que tu es en train de rater, qui va te pointer tes forces, tes faiblesses, les choses qu'aujourd'hui on a du mal à tirer rapidement et facilement. Demain, l'AI, parce qu'il y aura une plateforme unifiée, va pouvoir te les pointer et t'assister avec de l'analytics. Il y aura aussi de l'aide sur la partie contenu. Et je parle principalement du contenu, donc du texte. Photo reste à voir, ça reste quand même assez limité pour l'instant, même si ça évolue. Si tu plugues avec OpenAI, qui lui-même est plugué avec des systèmes qui te permettent de créer de la génération d'images. Oui, alors tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est un pari. Bien sûr, tout est possible. Je pense que ça va se faire graduellement. Il y a la partie... là, on parlait de Einstein Agent Force, donc les agents que Salesforce, sur lesquels Salesforce met un gros investissement en ce moment. On parle de Campaign Agents. Donc, Campaign Agents, tu lui donnes un objectif, tu lui donnes un brief, tu lui donnes un objectif, tu lui donnes la manière de faire, et lui, il va te générer le brief, il va te générer le plan d'action. Et donc, ils vont servir comme des assistants virtuels, finalement, plus que des opérateurs qui vont aller jusqu'à la fin. Et c'est là où je voulais insister avec toi, parce que tu as tout à fait raison.
Aujourd'hui, on est sur un principe de, on a une idée d'un cas d'usage et on va le faire. Demain, effectivement, on va être, comme tu le dis, hein, très justement, on va être sur la stratégie. Donc, on va partir d'un objectif. Quel est mon objectif aujourd'hui sur ce que je veux faire? Et notre assistant, il va nous aider à créer du contenu, proposer des options de parcours client. Et effectivement, on est sur un aspect qui est totalement différent. Donc, je suis d'accord avec toi, ça ne va pas remplacer, ça va être un vrai assistant, une vraie aide pour tuer les tâches répétitives. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on va vraiment produire des choses. On va enfin passer plus de temps à produire des choses qui auront une valeur ajoutée que de perdre du temps à la réalisation de projets. Exactement. Donc ça va même changer notre métier finalement aussi. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de transformation. Hein. Je pense que c'est une transformation pas que des outils, mais aussi des jobs, des personnes et des compétences. L'autre opportunité que je vois dans le cadre de cette transformation, c'est que, mine de rien, dans les organisations, il y a un gros facteur qui est finalement le travail entre les différentes équipes, entre les différents départements. Et ça, je pense que c'est un gros facteur de succès ou d'échec en fonction de comment on le prend. Parce qu'il faut se le dire, il y a des départements qui ne se parlent absolument pas pour plusieurs questions qu'on va pas adresser aujourd'hui. La plateforme unifiée, et surtout Data Cloud aussi, vont permettre de travailler sur un même socle. Donc, ils vont forcer les équipes à travailler ensemble. Ils vont forcer l'alignement organisationnel qu'on a du mal à avoir au quotidien. Et donc, finalement, quand tu travailles sur le même socle, quand tu utilises la même finalement plateforme, même si ce n'est pas forcément la même application, mais la même plateforme, les mêmes objets, les mêmes champs, tu vas dégager les mêmes KPI. Donc, finalement, ça va forcer le travail commun. Et on va parler aussi, finalement, la transformation de la metadata va se propager même au niveau des compétences et des humains. Parce que non seulement on va maintenant travailler ensemble, mais en fait, on va rationaliser nos compétences. La personne, l'admin qui va te faire le flow builder avec un flow, va pouvoir te faire une journée avec le même flow, va pouvoir te faire un trigger et ainsi de suite. Revoir ton HTML, il va pouvoir faire énormément plus de choses qu'il faisait auparavant avec un outil. Quoi. Exactement. Donc en fait, on aura une rationalisation des compétences. On aura le travail des équipes qui va être fait dans la même plateforme. Donc, on va être obligé de communiquer et de travailler en harmonie. Il y aura toutes les capacités dont on a parlé, AI, de la donnée, si elle est clean, bien sûr. Et donc, finalement, ce que ça donne, pour revenir à mon point initial, ça donne un time to market qui est optimal. Et donc, qui dit time to market optimal, dit plus d'itération, d'accord ? Et qui dit plus d'itération, dit plus d'optimisation. Et qui dit plus d'optimisation, dit plus de valeur qu'on va tirer de la plateforme en termes de use case. Je donne souvent un exemple de Dyson qui a fait des milliers de tests avant de trouver le prototype du Dyson qu'on connaît aujourd'hui. Et donc finalement le succès. Mais avant le succès, il y a eu 5000 tentatives pour arriver au succès. Et donc finalement, ce que ça veut dire que là où hier, on pouvait faire un essai ou deux avec le même budget, on va pouvoir en faire aujourd'hui, on va pouvoir faire énormément d'essais et trouver le bon angle et finalement trouver de la valeur et augmenter les investissements. Donc je pense que la transformation aussi, non seulement elle va, entre guillemets, faire migrer des jobs et supprimer des jobs, mais aussi il va augmenter l'investissement. Donc même le gâteau va augmenter. Donc finalement, on n'a pas de crainte à se faire sur le secteur. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on essaye un cas d'usage et on prend un peu de temps pour revenir sur le ROI dessus. Là, effectivement, avec toutes les données qui vont être drainées et la rapidité d'exécution de ces données-là, on va pouvoir tester tout de suite et surtout changer tout de suite s'il y a besoin de changer. Exactement. Chose qu'on n'a pas trop aujourd'hui parce que, tu sais comme moi, quand on met en place un journée, on le fait tourner, on fait des reports dessus et on voit ce que ça donne. Mais l'analyse qu'on se fait dessus, on prend énormément de temps. Là, ça va être beaucoup plus rapide. On a nos résultats tout de suite et on pourra changer s'il y a besoin. Exactement. Plus rapidement. Et je parle souvent du concept de rampe de lancement. Et donc, finalement, c'est comme si on mettait une rampe de lancement et finalement, on peut envoyer autant de fusées qu'on veut, et donc avec de l'optimisation. Mais aussi, rappelons-nous, on est dans la même plateforme. Le plan de tagage qui va servir à piloter les KPI de performance qu'on va avoir par rapport à nos tentatives va être dans la même plateforme. Et donc, finalement, les KPI de performance ou d'optimisation vont être dans la même plateforme. Et c'est-à-dire qu'on va pouvoir rapidement comprendre d'où vient le problème et ajuster avec le même outil. Ouais, tout à fait. Ça, je suis convaincu là-dessus. Bon, plein de bonnes choses pour l'avenir, surtout dans le marketing et avec les outils Salesforce. Tu as quelque chose à rajouter encore ? Demain ?
Let's go. Maintenant, la question, c'est si on imaginait donc comment demain sera fait, et donc quelles sont les transformations qu'on va subir demain. Donc, on a parlé de transformation de l'écosystème, donc on part sur un écosystème unifié qui va converger. Donc, toutes les applications vont converger dans la metadata et la donnée à travers Data Cloud. On parle aussi de transformation des compétences et des métiers. Et donc, demain, le marketeur de demain, il faut qu'on puisse s'imaginer le marketeur de demain. Ouais. Jusqu'à maintenant, le marketeur d'aujourd'hui, c'était un marketeur qui est plutôt tech-savvy. Donc jusqu'à maintenant, le métier du marketing avait évolué d'un marketing pur et dur métier à un marketing où maintenant, on avait besoin de compétences techniques. Donc, comprendre un peu l'HTML, comprendre un peu du code, comprendre un peu du SQL, etc. Et donc, il a évolué au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pense qu'il va encore évoluer demain. Et donc, il va évoluer à un marketeur data. Donc, en fait, là où on trouvait des compétences techniques pures dans les équipes marketing aujourd'hui, avec la transformation qui s'est passée aujourd'hui, demain, on va trouver plutôt des profils data dans les équipes marketing. Analytics. Ouais. Data Analytics, Data Gouv. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça va être le nerf de la guerre. Ça va être la denrée rare dont les marketeurs vont avoir besoin pour mener à bien leur transformation. Parce que la partie technique, maintenant, avec les génératives AI, il y a un accélérateur sur le code, il y a un accélérateur sur la partie technique. L'unification de la plateforme et le low-code vont faire qu'on a de moins en moins besoin de la technique, mais on a de plus en plus besoin de quelqu'un qui comprend la donnée, qui va nous maîtriser la qualité de la donnée, qui va nous comprendre comment l'optimiser, comment la cleaner, et finalement, comment débloquer le potentiel de la plateforme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai que le métier de marketeur il va être totalement changé. Et ce que je te disais aussi tout à l'heure, donc une bonne connaissance de la data, une stratégie claire et un master en prompt. Je pense que ça va être les 3 compétences qui vont devoir être demandées demain aux futurs marketeurs. Tu as tout résumé. Ouais, je pense. Parfait. Écoute, Akram, c'est fut un vrai plaisir de passer ce moment-là avec toi. Plaisir partagé. J'espère te revoir bientôt. Merci à tous. Merci pour avoir suivi ce premier épisode et on se retrouve très bientôt. Ciao.